Assalamu alaikum, shalom, bonjour et toute notre gratitude à vous toutes et à vous tous qui nous suivez un peu partout à Lomé, au Togo, en Afrique et dans le monde entier par le biais de divers canaux. Notre émission qui parvient jusqu'à vos oreilles grâce aux techniciens. Aujourd'hui à la console, c'est Don Piero Gado Suleiman et Géraud Dakouja qui prend aussi bien les sons que les images qu'il mettra incessamment à votre disposition. Cette émission que nous allons animer avec 4 confrères et un invité. Commençons par Lorenzo Kileki du journal Atopari, paru aujourd'hui même. Bonjour Lorenzo. Bonjour Sasgaou, bonjour à tous les auditeurs et auditrices de Canal FM et ravi encore une fois d'être au studio pour faire le club de la presse. Tout le plaisir partagé par nous. Autre invité que vous connaissez très bien, même s'il nous a faussé compagnie le mardi dernier pour ce séminaire de la HAC à Ngotchen. Il nous rejoint aujourd'hui. Primus Dotia Genoa Ridja, bonjour. Bonjour ses amis auditrices. Chers amis innocents Sasgaou, continuez. Non. Merci beaucoup. Lui aussi, il était à Ngotchen. Il est également de retour avec nous aujourd'hui. C'est notre Monchoson national, Dieudonné Korlakna. Bonjour. Cher Sas, bonjour. Votre micro a quelques soucis. Cher Sas, bonjour. Le temps que ça s'arrange. Oui, Monchoson. Cher Sas, bonjour. Bonjour auditrices, auditeurs, bonjour. Je me sens si rassuré quand je me retrouve entouré par vous, surtout que notre confrère et ami qui vient de la ville tricentenaire, 2 fois capitale du Togo, la ville aux 3 royautés, mais cette ville qui risquerait de perdre un pont historique. Aujourd'hui, il est avec nous, nous sommes très heureux. Jeff le Prince, bonjour. Sas, bonjour. Bonjour à toutes les auditrices, auditeurs de Canal FM et Lumière FM à Néro. Merci. Notre invité qui est à nos côtés, c'est monsieur Sitou David Coquerel. Bonjour. Bonjour, Cheikh Sas. Monsieur Coquerel, pour ceux qui ont déjà entendu le nom et qui savent que c'est le directeur de l'école de musique La Belle Mélodie, quel est le message dont M. Coquerel est porteur? Nous le saurions incessamment, mais revenons à notre cher Jeff le Prince. Je suis tellement rassuré de vous voir aujourd'hui parce que votre résidence est à Gledji. Je me demandais comment vous alliez faire pour nous rejoindre aujourd'hui ici à Lomé. Jeff? Ça fait rire, ça. Bon, Dieu est grand. Vous savez, depuis dimanche, le pont de Zébé qui a des soucis, qui présente des risques graves pour des raisons de sécurité. Les autorités ont interdit à ce que les véhicules ne circulent pas. Mais seulement les véhicules, est-ce uniquement les voitures, les camions ou également est-ce que les véhicules à 2 roues sont également les voitures à 2 roues sont conseillées et continuent par circuler. Les véhicules à 2 roues? Oui, les véhicules à 2 roues circulent même à 3 roues, c'est-à-dire les tricycles aussi passent. C'est seulement les véhicules à 4 roues qui ne circulent pas depuis dimanche nuit autour de 20h30. Mais hier, à l'arrivée des ministres, ces véhicules... De quel ministre? Il y a 3 ministres qui étaient là hier. Il y a On peut connaître leur poste ou bien leur identité? Le ministre de la Sécurité, il y a la ministre ou le ministre de l'Urbanisme et là où le ministre des Travaux Publics. C'est les 3 qui étaient là hier. Ils ont fait d'une pierre 2 coups après avoir constaté le pont ou bien les dégâts présentés par le pont de Zébé. Ils ont continué leur course ou bien leur aventure vers Adamé. Dans la commune de Lac 2 à Klakou pour aller constater des faits d'inondation aussi dans cette zone. Donc
on les a autorisés à traverser le pont avec leurs véhicules. Donc, comme les réseaux sociaux le disent depuis dimanche, le pont n'a pas cédé. Ce que les techniciens ont expliqué aux autorités locales et aux autorités ou bien à la délégation ministérielle, il y a le directeur des travaux publics qui était là, j'ai piqué ou bien j'ai écouté quelques mots, il disait le pont même n'a pas de problème. Mais c'est le fait que à un moment on a rétréci le lit du pont. Il y a une tension de courant. On a rétréci le lit du cours d'eau. Du cours d'eau, voilà. Sous le pont, exactement. Et ce qui fait que la montée d'eau a provoqué une tension intense qui a rongé un peu le bas du goudron du côté Aného. Donc ils ont peur du fait que le goudron ou bien la route ne cède pas du pont. Sinon le pont en réalité même tient. Donc c'est au bas de la route que le sable est presque parti. Merci, c'est une question qui inonde les propos, les conversations, surtout les réseaux. Aujourd'hui, 2 journaux s'y intéressent. L'Alternative qui écrit la page 3, le pont de Zébé, le prix de l'inconséquence et du pilotage à vue. Pendant que pour sa part, le médium nous rassure quelque peu et écrit que le pont de Zébé à Aného a subi certes des dégâts après les récentes intempéries, mais ce pont tient bon en dépit de son vieil âge. Et à part le fait que les 3 ministres sont venus constater l'état de ce pont, à part le constat, est-ce qu'ils ont posé un acte qui nous rassurerait davantage? Je pense que 1 ou 2 ministres sont intervenus hier sur la télévision nationale pour expliquer, mais les heures qui ont suivi, on a constaté le matériel roulant, les catapillars qui vont continuer à faire le travail. Ce matin même, ils ont travaillé toute la nuit. Ce matin même, ils ont commencé par renforcer le côté qui s'affaisse afin de pouvoir autoriser les véhicules à 4 roues à circuler dans la sécurité pour le moment, parce que c'est un pont qui est en réflexion depuis plus d'1 an. Alors justement, ce pont, nous en parlons pratiquement à chaque fois que vous êtes avec nous dans ce studio. Exactement. Les travaux ont démarré il y a plus d'1 an. Qu'est-ce qui fait que le pont en est encore là avec ces risques d'effondrement? Oui, c'est vrai, je ne vais pas quand même développer des choses qu'on ne maîtrise pas, mais la petite information, ou bien je vais faire une interrogation plutôt pour dire, est-ce que la société qui est en charge de la construction de ce pont est rentrée dans ses fonds pour la réalisation du pont? C'est l'interrogation. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde accuse cette société. Est-ce que l'État, vis-à-vis de cette société, a honoré son engagement? Parce que l'État ne peut pas laisser une société qui prend la construction d'un pont plus d'1 an et les travaux n'avancent pas et l'État ne pourra rien dire. Donc aujourd'hui, quels ont été les termes de la passation de marché entre l'État et la dite société? Ben, je ne saurais le dire. Vous m'avez posé cette question. Vous savez bien notre Togo. Je ne peux pas aller demander à un ministre de me présenter les clauses de la passation de marché ou bien au préfet, parce que nous sommes allés, on a fait des investigations, on a posé des questions. Mais ces réponses seront toujours superficielles, d'autant plus que vous n'avez pas en mesure d'être en contact direct avec les documents de passation de ce marché. Donc, du coup, aujourd'hui, je ne saurais accuser personne dans cette situation. Il faut que la situation puisse nous faire la lumière, c'est-à-dire est-ce que la société est rentrée dans les fonds de construction de ce pont ou bien le premier décaissement a été fait? C'est une interrogation. Si ça a été fait, pourquoi l'État ne bouscule pas ou bien n'arrive pas à dire, à faire des injonctions à cette société de pouvoir avancer rapidement? Voilà un certain nombre de questions ou questionnements que nous faisons. Merci Primous. Je pense au contraire qu'il faut accuser quelqu'un dans cette affaire-là du pont de Zébé. Soit c'est l'État qui n'a pas débloqué les sous à la société, ou bien c'est la société qui accuse du retard dans l'exécution. La conséquence, c'est que nos compatriotes de l'arrière-pays ne peuvent plus traverser ce pont-là pour rallier nous autres ici sur la côte. Alors, ce que je sais, c'est que les ponts, comme les machines-outils, sont des objets sujets à la maintenance perpétuelle. C'est-à-dire qu'un pont, que vous le voulez ou non, c'est un objet de liaison entre 2 entités, donc à quelque part des points de suture qu'il faut surveiller, qui sont sujets eux-mêmes à maintenance à temps régulier. Et ça devait faire partie du contrat
pour toute société qui construit un pont, d'en assurer aussi la maintenance. Et puis de deux, si la réfection de ce pont dure pendant 1 an, l'erreur elle est purement stratégique. Quelle est la voie prévue en cas de réfection pour la circulation? C'est-à-dire que quand vous êtes en train de refaire un pont, on ne l'utilise plus. Il est hors d'usage pendant tout le temps des travaux. Or, ce pont en réfection est toujours en service. Alors, pour corriger, le pont n'est pas en réfection. On est en train de construire carrément un nouveau pont à côté de l'ancien. Et l'ancien est toujours en service. Oui, l'ancien est toujours en service. C'est carrément un nouveau pont qui est en train d'être construit. Ce n'est pas une réfection. Depuis le temps que nous lançons les alertes pour ce vieux pont en train de s'écouler, on n'a rien fait. On n'a pas interdit son passage. Merci. Donc le constat, c'est que les travaux de construction de nouveaux ponts accusent un retard certain. Est-ce que c'est la faute à l'État qui n'a pas mis les moyens à disposition de la société, ou bien est-ce que c'est la société prestataire qui accuse du retard? Quelque part, quand même, les citoyens ont le devoir de savoir et d'être fixés. C'est les deux. Qui a passé le marché? Si c'est l'État, c'est les deux. Merci beaucoup. Donc, Dieu merci, on peut encore passer sur le pont quand on a un engin à 2 roues ou à pied, mais jusqu'à quand? Jusqu'à quand arrivera, nous le saurions et nous le partagerions avec vous. Mais nous enchaînons avec quelques articles de journaux qui portent sur notre environnement et nos infrastructures. Dieu donné, Montoso Korolakna, vous connaissez bien la belle plage de Lomé. Ah, en tout cas, mais si on a quelque chose de cher aujourd'hui, à Lomé, sans doute la belle plage de Lomé. Oui, mais à l'île alternative, à la page 4, on a raison de penser que la plage de Lomé est en péril. L'alternative qui écrit que autrefois bordée de cocotiers et ce qui faisait la réputation de Lomé, la plage de Lomé n'offre aujourd'hui qu'une image repoussante. Allez surtout du côté de la maison de commerce Orlando, et là vous allez observer grandeur nature une décharge publique où se côtoient des tonnes de déchets plastiques, des eaux usées provenant des caniveaux reliés au grand marché de Lomé et d'autres endroits de la ville, des excréments humains et autres ordures. Voilà le cliché de la plage de Lomé tel que l'alternative nous le donne ce matin. Montoso? Mais non, ce cliché ne souffre d'aucune ambiguïté et d'aucun débat. Mais en même temps, ça pose plusieurs questions. Parce que vous savez que depuis plusieurs années, face à ce problème, parce que ce problème ne date pas d'aujourd'hui, ce cliché en fait ne date pas d'aujourd'hui, mais il y a des initiatives privées, qui s'organisent pour permettre de rendre propre la plage par endroits. Et moi, humblement, je pense que le constat est vrai que l'État a démissionné sur plusieurs plans, ou à défaut peut-être de démissionner, l'État a été surpris par l'étendue de nos problèmes sur plusieurs plans. Et donc, malheureusement, les actions de l'État n'arrivent pas à toucher. L'État n'arrive pas à solutionner certains problèmes, et entre autres, justement, le problème d'insalubrité à la plage de Lomé. Et je pense humblement, comme ces initiatives dont je parlais tout à l'heure, qu'il faut les multiplier, qu'il faut que, par exemple, les populations ou les habitants pas loin de la plage puissent s'organiser. Ce n'est pas mal. Ailleurs, il y a toujours de ces initiatives qui existent parce que aussi longtemps qu'on attendra l'État, en tout cas, c'est nous tous qui pâtirons parce que de toute façon, après, la plage reste un patrimoine commun. Merci, un bien commun. Merci. L'État accusé ici, l'État accusé là pour ce qu'il ne fait pas ou ce qu'il a manqué de faire.
Dieu merci, nous avons les maires de la ville de Lomé, notamment ceux dont la juridiction concerne là où les plages de Lomé. Nous leur souhaitons beaucoup de travail à ces maires, avec l'espoir que dans un an, nous n'aurons plus à partager ce cliché repoussant de notre plage. Autre infrastructure qui faisait hier la fierté de Lomé et qui se trouve également en péril, c'est Atopani qui nous y intéresse. Lorenzo Keleki, rebonjour. Rebonjour ça, rebonjour à tous les auditeurs et auditrices. Eh bien, vous nous transportez aujourd'hui au Palais des Congrès, anciennement maison du RPT, cette bâtisse qui a accueilli des sommets, des rencontres et même des spectacles. L'Assemblée même qui a accueilli notre Assemblée, enfin, le Palais des Congrès qui a même accueilli notre Assemblée nationale pendant près de 25 ans au moins, de 94 jusqu'à ce que l'Assemblée déménage récemment. Et quand on suit vos pas dans les couloirs du Palais des Congrès, on trouve que l'état des chaises dans la grande salle est vraiment n'est pas ce qu'il faut. Vous trouvez également des poubelles sauvages qui jonchent les couloirs. Il y a même des flaques d'eau au sol à cause des fuites dans le toit du palais des congrès. C'est ce cliché que vous nous donnez de votre côté. Exactement, c'est Gaou, le palais des congrès de Lomé, comme Mondjoso le disait tout à l'heure, est aussi un édifice qui aujourd'hui fait la fierté de notre pays. Fait ou faisait? Bon, je dis encore fait parce que Dieu merci, il n'y a pas encore effondrement du palais, donc on va encore dire fait entre guillemets. Cependant, il faut quand même relever avant qu'il ne soit trop tard qu'il faut que cet édifice connaisse quand même une mise à jour, si je peux me permettre l'expression, parce que un tour dans cet immeuble, dans cet édifice, vous serez vraiment déçus. C'est vrai que du dehors, vous avez comme l'impression que l'immeuble tient encore, puisque beaucoup de concerts ont encore lieu dans cette salle, beaucoup de concerts, d'événements culturels publics s'y tiennent, mais quand vous faites un tour dans la salle, surtout à la première étage, deuxième étage, vous avez comme l'impression que vous êtes dans un immeuble inhabité, parce que déjà même dans la grande salle du Palais des Congrès, les sièges qui autrefois étaient assez confortables pour tous le public qui arrivait, aujourd'hui, vous avez des sièges qui sont arrachés, vous avez des sièges qui peinent à véritablement accueillir celui qui vient s'asseoir. Et quand vous faites un tour dans les allées, vous avez par moment des poubelles qu'on retrouve de par-ci par-là. Et il y a aussi des flaques d'eau qu'on retrouve sur le sol parce que apparemment le toit coule. Et même la déventure, disons l'esplanade du Palais des Congrès qui autrefois aussi était utilisée pour accueillir beaucoup d'événements. Aujourd'hui, cette esplanade est aussi considérée comme un marché parce que il y a les bonnes femmes qui ont érigé des commerces et de l'autre côté vous avez aussi des poubelles par-ci par-là, et vraiment quand on voit tout ce cliché, on se pose la question, comme le doyen le disait tout à l'heure, est-ce que nos édifices publics souffrent vraiment de ce qu'on peut appeler le suivi, parce que normalement quand on construit un édifice, tout comme le stade de Kégué récemment, nos maisons d'habitation ont toujours besoin d'un coup de main par-ci par-là. Mais on a comme l'impression que dans notre pays, les édifices, une fois qu'ils sont construits, sont en même temps abandonnés. Merci. Je vais même aller loin. Même aller loin, donner des exemples. Par exemple, on a le Théâtre de la Paix qui est aussi abandonné. On a même l'ancienne présidence de la République du côté de la plage. Le palais de la Marina. Le palais de la Marina. Oui. L'autre fois, j'ai fait un tour, mais sincèrement, quand vous rentrez là-bas, on ne dirait pas que c'est là où notre président, notre feu président Gnassingbé Adema avait quand même logé. Donc vraiment, même l'actuel a commencé son mandat à la Marina avant de déménager. Avant de déménager. Bon, c'est pas parce qu'il a déménagé qu'il faut laisser l'édifice tomber en ruine. Il faut quand même faire une mise à jour régulière pour que cet édifice puisse servir à autre chose. Aujourd'hui, les maires n'ont pas de bureau. Le palais de la Marina se retrouve dans l'oubli. Voilà. Et vous continuez, vous ressuscitez même
disons, l'hôtel Tropicana, Exactement. même le palais de Liumoa, qui a Exactement. accueilli, la primature. Entre-temps, Ouais. il y a toujours la Cour suprême là-bas, il y a Bien toujours sûr, le ministère, le de ministère la Justice, Sécurité. mais ces bâtiments également ont besoin au moins d'un coup de pinceau. En tout cas, c'est ce que nous avons constaté et il faut quand même que ce soit fait pour que nos édifices publics puissent être servis à d'autres fins. Les maires aujourd'hui n'ont pas de bureau. Non, on va y venir, mais Voilà, vraiment, le ministre il y a de pas- la Sécurité, Yak, son cadre, le président de la Cour suprême, l'honorable Akapovi Gamato, et l'enceinte là a besoin vraiment d'un coup de pinceau, au moins. Mais pour revenir au palais des congrès, Jeff le Prince, à qui devons-nous recommander le palais des congrès? Est-ce que c'est au maire de la commune Lomé 4 à Moutier-Véo, Au bien s'il faut gouverneur. attendre le district autonome du Grand Lomé pour le recommander le palais des congrès? Tu as trouvé la bonne question dans ta deuxième interrogation. Parce que on nous dit aujourd'hui que l'héritage national ou bien tout ce qui est d'envergure nationale revient à l'autorité ou bien au district ou bien au gouverneur de la ville de Lomé. Donc ça pose véritablement un problème parce que le palais des congrès, c'est ce palais qui reçoit les grands concerts et les grands événements. Donc je ne suis pas sûr que voyant l'allure que les choses prennent aujourd'hui, qu'on puisse concéder cela au maire de Golfe 4. Golfe 4 à Moutier-V. Donc, véritablement, ça pose un problème. Mais nous attendons de voir, dès que le gouverneur va prendre fonction, on verra bien ce que ça va donner. Mais si tu le permets, je ne sais pas si on va revenir sur le problème de cette histoire de district ou bien de gouverneur. Bon, vous y êtes, donc nous Ok, restons. voilà. Moi, je pense que le gouvernement doit faire l'effort de faire les choses de la manière la plus bonne. Parce que quand vous prenez la loi de la décentralisation qui existait même, il y a les gouverneurs de région. Alors, si on parle aujourd'hui de district autonome à Lomé, il serait plutôt préférable de dire que désormais Golfe est devenu une région et peut-être Agoué est devenu une, et on aura 6 régions Non, économiques. Golfe et Agoué. Oui, Golfe et Forme Agoué. maintenant. Et forment une région pour en faire la 6e région économique de notre pays. Parce que quand vous prenez la loi sur la décentralisation, il y a les gouverneurs. Les gouverneurs, avant même la modification de la loi sur la décentralisation, il y a les gouverneurs de région. Alors, si aujourd'hui on nous parle de Agoué et Golfe qui forment le Grand Lomé et le district autonome, qu'en serait-il des autres régions? Est-ce que les gouverneurs aussi seront élus? Par exemple, si nous prenons la région maritime, la région des Savanes, la région centrale, la région de la Kara, etc. Donc, si ce n'est pas le cas, ça veut dire qu'on fait 2 poids, 2 mesures. Alors, j'invite le Merci. gouvernement à respecter. Abordons les questions les unes après les autres. Aujourd'hui, nous en sommes au maire des communes et au district autonome du Grand Lomé, dont nous connaissons la configuration, la composition théorique. Mais quand les 26 venant des 13 communes seront élus, et quand le chef de l'État prendra un décret pour nommer les 26 autres, et surtout à la tête, quand Plus nous le connaîtrons gouverneur. Plus le nous gouverneur. aurons des éléments Ça fait comme 27 pour le chef de l'État, s'il te plaît. Je ne sais pas, il y a 53. Il y a le chef de l'État qui nomme le gouverneur Oui. et 26 autres encore. Donc lui seul, il lui revient 27. Merci. Oui, Mais parlons du palais des congrès. Oui, Primus. Non, d'abord, c'est triste. Parce que le pays manque de repères historiques. Le palais des congrès, au fond, doit revenir au RPT. Parce que c'était la maison du parti. Quand ça a été créé... vous allez déclencher... Non, je peux finir ma réflexion. Continuez. Non, cette maison a été construite comme étant la maison du parti. 75, 76, C'était le 70. seul parti. D'accord? Parti État. Voilà. Parti unique et parti Parti État. État. Parti État. Oui. Si vous ne le redonnez pas au parti, vous le donnez à l'État. Sont dans les choses. Parce que c'est l'État qui l'a construit quand il était parti État. Après les déclinaisons qu'on en a fait, c'est toujours à qui appartient la chose. C'est la première des questions. Et il faut répondre. Maintenant, si au nom de la démocratie, on en a fait l'Assemblée nationale. Le palais des congrès. Le palais des congrès. Qui a abrité momentanément l'Assemblée nationale. Ça devient un bâtiment historique. Et qui abrite le musée national. Ça, c'est important à dire. Ça devient un patrimoine national et historique. À préserver. Pour le gouverneur.
Quel gouverneur? Pour ou pas le gouverneur? Maintenant, si vous voulez revenir à cette histoire de district, on revient encore à l'histoire. Parce que les Allemands ont appelé tout Lomé un district. Vous voyez? Quand vous biaisez avec l'histoire, elle vous rattrape quelque part. Maintenant, avec cette histoire de gouverneur, ce que le Conseil des ministres a décidé, et c'est ça qui est très grave, elle a fait de la présidence, par délégation, le gouverneur du grand district de Lomé. Parce que la nomination va émaner de la présidence, qui devient alors aussi gouverneur de Lomé. Quand on avait fait la loi, en aucun cas, nul ne doit faire plus de 2 mandats. Le ministre Bahora disait que nous ne sommes pas sérieux. On avait fait une loi contre une personne. C'est pour cette raison qu'il fallait changer cette partie de la loi. Et il s'adressait, il parlait de la personne du président de la République. Du président de la République. Nyansigme d'abord, fort ensuite. Alors, dans ce cas, si on lui avait donné raison, il ne faut pas que la présidence tombe dans ce jeu-là, en devenant maintenant concurrent à un maire de district, de commune. Il faudrait qu'on revoie. Il y a tout un débat autour du district autonome du Grand Lomé. Nous recueillons les points de vue des uns des autres. Nous espérons que nous aurons de plus grands experts pour nous expliquer ce qu'il en est exactement. Mais revenons. Nous sommes les petits experts. Oui, souffrez cette humilité. Mais revenons toujours à nos infrastructures. Alors, quand nous ouvrons l'antenne à 12h, il y a un ami, notre cher ami Rodrigue de Agoué-Koshigan qui appelle souvent. Et je ne sais pas si c'est pour lui faire un clin d'œil que le journal Atopani nous transporte au quartier Agoué-Koshigan, notamment le commissariat du 8e arrondissement de Koshigan, où vous trouvez des choses pas très claires là-bas, Lorenzo. Tout à fait. Nous avons appelé ça arnaque parce que vous savez... Arnaque au commissariat d'Agoué-Koshigan. Oui, arnaque au commissariat d'Agoué-Koshigan. C'est ce que nous avons titré. Parce que, vous savez, depuis que l'obtention du passeport est devenue une obligation pour la participation de la loterie Visa, d'abord il y a le service de passeport qui ne désemplit pas, et de l'autre côté aussi, vous n'êtes pas sans savoir que pour obtenir, pour faire un dépôt de dossier, pour obtenir un passeport, il faut nécessairement une pièce qu'on appelle aujourd'hui la personne à prévenir en cas d'accident, qui est légalisée dans les commissariats et tout. Et il se fait que dans le commissariat d'Agoué-Koshigan, normalement la légalisation se fait à 500 francs. Mais dans ce commissariat, depuis que cette histoire a commencé, le passeport a sonné. La légalisation est passée de 500 à 1000 francs, alors que sur les timbres, c'est 500 qui est écrit, mais c'est 1000 francs qu'on prend auprès des Qui a décidé ça à Agoué-Koshigan? Nous ne savons pas qui a décidé de cette règle, mais beaucoup de personnes ont quand même été victimes. Et moi, j'ai mon petit frère qui est allé, parce que je lui ai envoyé sciemment, parce que quand j'ai eu l'information, je devais vérifier, et donc je lui ai envoyé sciemment pour qu'il aille vérifier si réellement c'est ce qui s'y fait. Et quand il est allé, c'est 1000 francs qui lui avait été réclamé, il a versé les 1000 francs, alors que de l'autre côté, quand vous allez par exemple en ville, à la sûreté, c'est à 500 francs que ça se fait. Et nous avons trouvé ça scandaleux parce que c'est vrai qu'il y a cette affaire de passeport et tout, mais il ne faut pas profiter en tant que l'État ne doit pas profiter pour arnaquer la population. Au commissariat 8e arrondissement de Agoué-Koshigan, le timbre qui porte 500 francs est vendu aux citoyens à 1000 francs. Ouais. Est-ce que cela se fait uniquement par les agents de police ou bien est-ce que le commissaire est au courant? Au-delà du commissaire, est-ce que le directeur national de la police nationale est au courant de ce commerce qui se fait à Agoué-Koshigan? Nous souhaiterions vivement être situés. Maintenant, nous allons faire souffler un air de musique, à moins que Montezor Kourlakna, êtes-vous passé par le commissariat d'Agoué-Koshigan? Non. mais la question du palais des congrès, entre-temps, m'intéresse. Vous voulez y revenir? Parce que ce même palais des congrès abrite
la mémoire togolaise, entre guillemets, dans la mesure où le conservateur national, je veux dire le musée national, y siège également. Et ça, c'est important parce que, vous savez, tout le discours autour de l'importance de la culture, dans nos vies, pour nous situer par rapport à nos passés, par rapport à notre présent et à nos futurs, etc. Et il se trouve que le musée national, parce que pour le moment, le Togo n'en dispose pas un autre d'envergure. Pour le moment, notre musée national s'y trouve. Et en ça aussi, je pense que c'est très très important d'aborder la question de ce palais des congrès. Maintenant, pour revenir à l'histoire du district de Lomé, tout le débat autour, en tout cas, nulle part au monde, il me semble, nulle part au monde, les lois sur les décentralisations ne font vraiment unanime. C'est toujours sujet à débat. Bon, alors nous venons de sortir de ton 2 ans de passage à vide. Il est très très évident que, en tout cas, ces premières années vont être des années tests pour nous. Mais il va y avoir tellement de débats. Mais on a réussi quand même à faire ce premier pas, après 32 ans. Et ça, c'est très important à aborder. Mais parce que, moi, quand j'écoute les uns et les autres sur la question... Mais je prends une ville comme Lyon, par exemple. À Lyon, il y a le Grand Lyon et il y a, entre guillemets, la commune de Lyon et le Grand Lyon. Entendu, justement, tous les localités périphériques de Lyon, dans etc. les grandes villes, il y a des maires d'arrondissement et au sommet, il y a le maire de la grande amélioration. Maintenant, le problème que nous cherchons à comprendre, est-ce que c'est les maires, est-ce que c'est les élus des arrondissements qui se retrouvent pour élire le sommet, ou bien est-ce que le président de ce pays prend des décrets pour nommer des gens? Jusqu'alors, je ne tranche pas, je ne dis pas qu'il faille que le chef de l'État nomme ou ne le nomme pas. Mais je dis et je répète qu'après 32 ans justement de passage à vide, mais c'est normal qu'on assiste justement, parce que même tout n'est pas soldé par rapport justement... Donc c'est un processus que nous allons améliorer progressivement. La question n'est pas soldée. Le débat est ouvert. Ayons le courage, s'il vous plaît, de débattre. Et puis progressivement, ça se fera. Mais souffrez qu'on mette 3 points de suspension et que nous intéressions à notre invité, monsieur Sitou David Coquerel. Bonjour. Rebonjour. Rebonjour plutôt. Oui. Eh bien, nous avons appris que il y aura incessamment un grand concert en live de musique classique. Votre personne et votre école de musique, la Belle Mélodie de Lomé, ils sont associés. Nous avons souhaité que vous veniez ici nous en parler. Vous confirmez qu'il y aura ce congrès le vendredi 1er novembre prochain? Exactement. Ce sera à Gora Senghor. Oui, c'est un événement un peu spécial. Un orchestre qui vient dans la ville de Lomé, je crois que ça doit attirer du monde. C'est rarissime. Dans le passé, c'est vrai qu'il y a eu des concerts qui sont venus, mais c'est souvent les ambassades ou les centres culturels qui invitent, mais je crois que sous invitation. Le public n'en profite pas. Donc je dirais, à ma connaissance, que c'est une première fois qu'un orchestre classique vient de France pour la population. Donc c'est le moment d'en parler pour que les gens puissent venir découvrir ce que c'est. Parce que nous avons souvent des orchestres de variété, de jazz, mais orchestres symphoniques, on les voit à la télé. Mais concrètement, je crois que ça vaut le coup de venir voir ce que c'est. Eh bien, c'est l'orchestre symphonique de Lille, la grande métropole du nord de la France, qui arrive chez nous ici au Togo et qui va nous offrir ce concert en live de musique classique. C'est bien ça. Et à ce concert également, le public aura à retrouver le chœur de votre école de musique, la Belle Mélodie de Lomé. Oui, c'est l'occasion d'en parler. Le chœur de la Belle Mélodie se produit généralement, mais non pas très connu. C'est l'occasion de faire connaître cette école-là, la chorale de cette école. Nous interprétons des œuvres de haut niveau, donc avec l'orchestre, je crois que ça fera quelque chose de sensationnel.
avec de grandes œuvres très connues. Eh bien, voulez-vous nous donner une idée de quelques sommités de la musique qui seront interprétées au cours de ce concert? Tout d'abord, en première partie, nous aurons l'orchestre qui vont interpréter des œuvres de Vivaldi, Telemann, Mozart, petite musique de nuit très connue, qui vont interpréter ces morceaux de Tchaïkovski, Dvorak, quelques extraits de l'opéra de Carmen de Georges Bizet. Et deuxième partie, il y a scindé à deux, il y a la chorale, la belle mélodie, qui va faire sa prestation. Et après, dans deuxième moitié, avec l'accompagnement de l'orchestre. Et les œuvres sont variées, on a des solos, duos, et sorte disons, mise en scène, mais accompagnée. Simplement pour dire que ce serait très varié. Et puis quelques œuvres de chez nous, notamment de Bella Bello, très connu, Bléou. Et puis, pour clôturer tout cela, il y a un morceau très intéressant qui sera même dansé avec la chorale, accompagné par l'orchestre. Et je laisse le public de venir écouter et apprécier. Donc, les compositions, c'est très varié. On a les compositeurs de Jean-Sébastien Bach, on a Beethoven, Mozart, La Reine de la Nuit, qui est un morceau de haut niveau, et les œuvres de Gounod aussi, qui seront à l'appréciation du public. Eh bien, ce concert en live de musique classique le 1er novembre prochain, l'orchestre symphonique de Lille sur accompagnement du chœur. Il y aura aussi le chœur de l'école de musique La Belle Mélodie de Lomé. Monsieur Coquerel, il faut rappeler également que ce concert, à part le fait de nous servir de la belle musique classique, vise également un objectif humanitaire. Effectivement, il y a le président de l'ONG Grain de Sénévé qui a fait pas mal de choses dans les villages reculés où il manque d'eau potable. Donc le thème, c'est surtout l'eau. Oui, il y a au service de l'eau, c'est sa devise. Et l'orchestre a pris aussi devise au fil de l'eau. Et à la belle mélodie, l'eau, c'est la vie. Voilà, donc notamment à TVP, à Katagamé, et notamment, je crois, ça doit être dans Vaux, Badionopé, je crois que c'est ça. Oui, voilà, c'est ça. Dans la préfecture de Vaux, effectivement. C'est ça. Donc il y a l'eau potable pour que la population de ces régions puisse en profiter. Et les assainissements pour que c'est au profit donc de ces populations que le concert est dédié, où les recettes, une partie de recettes seront assez. Voilà. Il y a l'orchestre déjà qui a joué pour avoir quelques recettes et pour compléter donc ce serait ce concert-là. Voilà, Primus, ce concert en live de musique classique, l'orchestre symphonique de Lille et le chœur de l'école de musique La Belle Mélodie de Lomé avec ce répertoire qu'on visitera. Et puis, la recette servira à soulager les populations de 3 villages du Togo profond pour leur procurer de l'eau potable. Merci, Chasse, d'avoir invité notre grand frère, M. Coquerel, pour cette œuvre humanitaire. Et nous allons bien l'aider, même si M. Coquerel ne nous donne pas appétit, hein, alors que nous sommes... Je vous remercie. Oui, un grand fan de la musique classique. Oui, au programme, comme il a dit, Laura Mozart, La Reine de la Nuit, un morceau avec Papageno et Papagena, hein, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Je connaissais un peu, oui. Il y aura aussi du Handel à la fin, le grand Alléluia de Handel. Non, il n'y a pas le Handel. Le Handel tellement joué, parce qu'il faut faire découvrir d'autres morceaux. Beaucoup ne connaissent pas Carmen. Voilà, c'est l'occasion de découvrir. L'amour est un enfant de... Oui, bon, là, ce serait... c'est l'orchestre qui va le jouer. Ah, okay. C'est instrumental. Alors, c'est une bonne idée de... nous invitons le public à aller massivement à la maison, à l'Agora Senghor, pour soutenir M. Coquerel dans ses œuvres avec ce beau programme. Mozart, Beethoven, Bizet, Sébastien, Tchaïkovski. Oh là là, c'est les grands noms de la musique classique qui sont au programme. Merci donc de la belle musique pour soutenir l'humanitaire. Merci donc, Primus, vous a déjà remercié M. Coquerel.
vous et cette ONG de France, vous nous rappelez le nom? Graines de Sénévé. Graines de Sénévé qui va arriver, nous servir de la belle musique classique et la collecte, une partie de la collecte, plutôt une partie de la recette de ce concert servira à équiper 3 localités du Togo profond en eau potable. Pour faire tout ça, il faut de l'argent, ce que recherche le gouvernement avec en tête le chef de l'État, Faure Gnassingbé. Il n'y a pas longtemps, il était à Yokohama, à Tokyo, pour la TICAD, mais Faure Gnassingbé qui a annoncé, je ne sais pas si c'est confirmé, il est annoncé parce qu'aujourd'hui même se déroule l'intronisation du tout nouvel empereur de l'archipel nippon, notre ami Tanaka, qui vient nous voir souvent ici, nous annonce des sommités de l'Afrique comme le temps que je me retrouve dans les papiers, d'après ce que nous a envoyé M. Tanaka ce matin, eh bien, des sommités du continent africain comme Alassane Ouattara de Côte d'Ivoire, Patrice Talon du Bénin, Faure Gnassingbé du Togo et bien d'autres chefs d'État. Mais ce que nous retenons également, c'est que l'intronisation du nouvel empereur du Japon va se faire selon des rites traditionnels propres au shintoïsme et des rites datant depuis le 9e siècle. Primus, je ne sais pas si le public, même les chefs d'État, y comprendront quelque chose quand le rite sera issu des traditions anciennes du shintoïsme du 9e siècle. Mais ce que je retiens là, voilà un pays qui a la mémoire, un pays qui honore ses traditions. La preuve, en 2019, le Japon intronise son nouvel empereur sur des rites datant du 9e siècle. Ça, c'est tout à fait normal. Bon, si vous connaissez le vaudou, vous allez remarquer que le shintoïsme n'est pas loin du vaudou. Je rappelle, le shintoïsme, c'est la religion traditionnelle, voire officielle du Japon. Si vous avez pris le temps, parce que quand vous allez aussi sur l'île de Bali, vous trouverez les mêmes traditions. Bali en Indonésie. En Indonésie, c'est des traditions qui sont proches de nous, qui ne sont pas très éloignées de nous. Mais les Japonais sont Japonais et ils sont fidèles à leurs traditions. Seuls les Africains ont pensé que évoluer, c'est abandonner ces traditions pour les traditions des autres. Merci. Eh bien, Jeff le Prince, voilà le Japon. En 2019, le Japon intronise son empereur sur des rites datant du 9e siècle. Alors, nous autres Togolais, est-ce que nous rappelons ce qui constitue nos rites il y a 4 siècles? Ça va de soi. Donc, je pense que ce pays conserve sa tradition et ces chefs d'État qui sont annoncés, c'est juste aller assister à la cérémonie pour voir comment ça se fait. Et pour d'autres aussi, ça fera le tourisme également et savoir comment cette tradition est respectée. Et donc, c'est un appel qui est lancé aux pays africains aussi de pouvoir conserver notre richesse, notre tradition qui est là. Et je pense qu'il y a d'autres pays qui continuent pas à le faire. Mais vraiment que nous sommes en train de perdre notre histoire, l'histoire africaine. Et nous devons vraiment la ressusciter pour pouvoir conserver cette histoire pour les générations à venir. Merci. Je ne connais pas la distance entre Lomé et Tokyo, encore la durée du vol, mais ce qui est évident, si Faure Gnassingbé fait ce voyage-là, il va passer de longues heures en vol et ce ne sera pas fini. Il a également annoncé que dès qu'il aura fini avec Tokyo, Faure Gnassingbé va s'envoler pour atterrir à Sochi. Sochi, c'est en Russie, sur les bords de la mer Noire. Et c'est là que le président, plutôt souverain suprême de la Russie, Vladimir Poutine, accueille des chefs d'État africains pour le tout premier sommet Russie-Afrique. Là, il est annoncé également des chefs d'État. On annonce une trentaine de chefs d'État africains, dont le nôtre Faure Gnassingbé. C'est le sommet qui va se dérouler aujourd'hui même, du 22 au 24 octobre à Sochi. Et depuis quelque temps, il y a un débat qui s'anime sur le retour de la Russie en Afrique. Le confrère Vision d'Afrique en parle aujourd'hui et exprime les préoccupations de certains Africains concernant les accords d'armement douteux conclus par la Russie en Afrique.
son ingérence politique dans des régimes africains installe et sa remise en cause du statu quo sur le continent. Ça c'est le côté, ça c'est un côté. L'autre côté, d'autres Africains qui saluent plutôt dans le retour de la Russie en Afrique, la concurrence qui est bonne pour les affaires et l'Afrique dont le Togo bénéficierait. Montoso, voilà le débat, mais la constance c'est que on a connu des sommets France-Afrique, devenus Union Européenne-Afrique. On a connu des sommets Chine-Afrique, Japon-Afrique, Inde-Afrique. Le Togo a même failli accueillir un sommet Afrique-Israël. Mais aujourd'hui, c'est le sommet Russie-Afrique qui se tient. Et les chefs d'État africains se dépêchent pour répondre au rendez-vous de Poutine. Oui, mais enfin, vous parliez d'une trentaine. Mais l'Union de ce jour même annonce 47 chefs d'État africains. Et c'est important à dire. Mais qu'est-ce qui fait que, ou qu'est-ce qui peut expliquer un tel engouement, une si forte présence des chefs d'État africains autour de la Russie, là-dedans, enfin, autour de la Russie, à l'occasion de ce sommet, mais derrière, il y a forcément des enjeux géopolitiques, géostratégiques. Parce que nous vivons aujourd'hui un monde où ces questions, ces enjeux sont clés. C'est-à-dire qu'à côté, par exemple, de l'hégémonie sur le continent des puissances coloniales, entre guillemets. Des ex-puissances coloniales. Si tu veux. Oui, je veux. Mais il y a toujours, et il est clair que l'Afrique reste ce gâteau, que, en tout cas, toutes ces grandes puissances veulent se partager d'une certaine manière. Par le passé, le sommet Chine-Afrique, on n'en connaissait pas. La Chine est entrée dans la danse et promet aujourd'hui, au cours de ces sommets, au fil de ces sommets, de grandes enveloppes d'aide directe à l'Afrique. C'est clair. Quand les chefs d'État africains s'empressent comme ça, autour de ces sommets, entre ces puissances, entre guillemets, de la G7, du G7 avec justement l'Afrique, mais c'est que il y a des choses à aller prendre, il y a des choses à gagner, mais toute la question se pose parce que dans l'opinion, mais la Russie peut-être, contrairement à ce que le confrère que tu citais tout à l'heure disait, Vision d'Afrique, mais peut-être l'avantage, mais c'est que la Russie n'a pas de passé colonial en Afrique. Mais peut-être il est grand temps de tester justement un partenariat Afrique-Russie pour voir ce que ça donnerait sur le plan géopolitique et géostratégique. Mais il reste clair que, en tout cas, toutes ces puissances, en organisant ces sommets avec nos pays, ont toujours des choses à gagner. Autrement, mais on ne voit pas justement ces grandes puissances organisées à coup de beaucoup d'argent. Des sommets invitant justement. C'est pas pour nos beaux yeux en Afrique. C'est pas du tout pour nos beaux yeux. Merci. Donc l'Union effectivement qui écrit sommet Russie-Afrique du 22 au 24 octobre. Vladimir Poutine attend 47 dirigeants africains à Sochi, dont Faure Gnassingbé, pour le raffermissement des liens. Ça c'est côté court. Maintenant ce qu'il y a côté jardin, malheureusement nous ne serons pas dans les couloirs de Sochi pour savoir, Primus. Oui, Poutine a redoré quand même le blason de la Grande Russie après la chute de l'Union soviétique. Même si l'Union soviétique n'avait pas de passé colonial en Afrique, l'Union soviétique est intervenue en Afrique comme libérateur. Elle a été des pays comme l'Angola, a se libéré, le Mozambique, la Guinée-Bissau. Mais il fut un temps aussi au Togo, même on avait une ambassade de l'Union soviétique, oui. Qui a un certain nombre d'étudiants qui allaient étudier. Beaucoup de diplomates, même aujourd'hui, qui ont été formés par l'Union soviétique. Non, avec la chute du mur de Berlin, la géopolitique a changé. Et ce sont les États-Unis qui sont devenus le champion. Oui. Et avec aussi la dislocation de l'Europe de l'Est, où l'OTAN est arrivé aux portes de la Russie jusqu'en Ukraine. Donc, Poutine, c'est un grand stratège,
qui a quand même réussi à se défaire des étaux de l'OTAN. Bon, les Africains, c'est là où le bas blesse. L'Afrique, c'est un géant endormi. Hein? Les autres savent. Un géant profondément endormi. Profondément, totalement même endormi. Donc les autres sentent le poids de l'Afrique, mais les Africains même ne savent même pas trop bien quel poids ils ont. Merci. Il nous reste une dizaine de minutes. Vos journaux ont titré encore sur des questions politiques, à savoir l'investiture de Jean-Pierre Fabre à l'élection présidentielle, qui s'ajoute à ceux qui l'ont déjà fait. Et ces dernières heures sur le réseau, il se dit que Agbeome Kodjo du parti MPDD a ou aurait été désigné également par son parti dans la journée d'hier comme candidat à cette élection. Est-ce que quelqu'un confirme ça? Cette information de la désignation d'Agbeome Kodjo par son parti comme candidat, Montesson, vous confirmez? La plupart des dépêches qui circulent, des journaux quand même crédibles, citent clairement Agbeome investi candidat de son parti. C'est vrai que ça commence généralement par des rumeurs et finit par des clameurs. Sauf que ce ne sont plus des rumeurs parce que beaucoup, et nous, en tout cas, malheureusement, nous... Pourquoi malheureusement? Par rapport au titre en manchette aujourd'hui de Togo Matin, c'est après avoir mis sous presse justement que nous avons constaté la flopée de dépêches qui annonçaient clairement la candidature d'Agbeome, parce que nous nous interrogions, nous demandions après Jean-Pierre Fabre à qui le tour, en nous demandant par rapport à Agbouibor, par rapport à Djamagbo, etc. En tout cas, aujourd'hui, il est clair que nous comptons au moins 5 candidats déclarés: Djeri Kamadounet, le Sieur Podar, Speaker, Jean-Pierre Fabre. Speaker, c'est ce compatriote togolais, mais ayant vécu longtemps en Allemagne. Jean-Pierre Fabre et donc Agbeome aujourd'hui. Donc au moins 5 candidats déclarés. Vous oubliez notre ami docteur Auberton, qui dit que non seulement il est candidat, mais il sera effectivement élu en 2020. Donc cette année, donc au moins 6 candidats déclarés aujourd'hui. Du milliardaire au député. En attendant les autres. Alors justement, il y a un journal qui se demande si cette course à la candidature c'est guidé par l'amour pour le pays, ou bien si ces candidats veulent se mettre un peu d'argent dans la poche. Lorenzo, votre journal écrit élection présidentielle ou business présidentiel. Vous vous demandez si tous ces bons hommes et bonnes dames sont guidés par la soif de changement à la tête du pays, ou bien si c'est pour gagner un peu leur portefeuille. Je crois que la question reste posée et il ne nous appartient pas de donner la réponse. Nous avons juste fait un constat compte tenu de ce que nous avons déjà eu à vivre durant les années écoulées et ce qui s'annonce notamment en 2015 et avec ce qui s'annonce aussi déjà. Nous sommes aujourd'hui à pratiquement 4 ou 5 mois de l'élection et déjà il y a 6 candidatures annoncées, confirmées déjà. C'est la cour. Non, mais déjà, oui, ça dit en attendant la confirmation de la cour, il y a quand même la validation. Les candidats ont déjà annoncé quand même qu'ils seront candidats à cette élection et tout ça nous fait quand même penser à ce que vous avez lu tout à l'heure. C'est-à-dire, est-ce la soif de changement à la tête de ce pays qui motive toutes ces candidatures, ou c'est plutôt le business présidentiel, ce que nous avons appelé le business présidentiel? Oui, c'est à ce niveau-là que vous relevez que pour la présidentielle élection en 2015, l'État avait octroyé l'enveloppe de 72 millions de francs CFA à tous les candidats, et que certains candidats n'auraient pas épuisé même la subvention de l'État. Je connais des candidats qui n'ont même pas épuisé 10 millions des 72 millions, et vous imaginez quand vous avez 72 millions et que à peine vous faites 10 millions de dépenses, il vous reste combien? 62 millions de nos francs. Et vous savez... vous défalquez la caution de 20 millions que vous avez payé à l'État. Et voilà ce qu'il vous reste. Il vous reste au moins une bonne quarantaine de millions. Et cette somme, et nous avons dit dans le journal, va dans ma poche
de la caisse noire du président du parti. Voilà, c'est-à-dire habituellement la plupart de nos partis politiques au Togo ont leur caisse qui se retrouve dans la poche du président. Et quand ça se passe ainsi, c'est dans cette poche du président que le reste de la somme se retrouve. Et nous disons qu'il faut quand même dépassionner tout ceci parce que aujourd'hui, il faut pas s'amuser avec la destinée d'un pays. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a une partie de la population qui a soif de changement et une autre partie qui a soif du changement, mais dans la continuité. Oui. Jeff, il faut quand même peut-être que nos amis de la Topani, c'est juste une allégorie qu'ils font aujourd'hui, mais ça mérite intérêt. Si dès que tu es déclaré candidat et validé par la Cour constitutionnelle, l'État vous alloue une enveloppe de 112 millions de francs. Alors vous arrangez pour ne dépenser que autour de 10 millions. Alors vous défalquez la caution que vous avez payée entre-temps et puis le reste vous mettez dans la poche. Ça pose le problème parce que c'est des fonds publics que l'État alloue aux candidats. Alors il est quand même prévu que chaque candidat à des élections justifie ses dépenses par des comptes de campagne. Oui, est-ce que cela est confirmé pour la prochaine présidentielle? Qu'il va encore percevoir les 72 millions? C'est l'interrogation. Alors, si le nombre de candidats ou bien l'engouement autour de la présidentielle dépasse un certain nombre, peut-être ce montant sera diminué. Et si c'est le cas, les gens qui se disent démocrates, vous n'arrivez pas à faire le compte des moyens mis à votre disposition, peut-être à la Cour des comptes, ça veut dire que vous êtes en contradiction de votre vision de pouvoir gouverner le pays. Alors, belle lecture de notre confrère, parce que justement, quand vous regardez les gens... Belle interrogation. Belle interrogation de notre confrère. Et quand vous regardez les gens, ça devient de l'amusement, comme un jeu de ping-pong, de football, ou bon, moi aussi je peux payer juste 20 millions pour avoir 72 millions, ou à la présidentielle 2015, à peine les gens ont utilisé 5 millions, 10 millions même, c'est trop. Vous avez vu seulement quelques 3 véhicules qui circulent avec quelques affiches photocopiées. Il n'y a même pas d'affiches en tant que telles. Avec des t-shirts vendus. Avec des t-shirts. Et vous les verrez organiser petits poteaux dans des quartiers. Et après, vous les verrez le soir en train de savourer du bon vin. Dans leur QG. Non, laisse-moi. Nous sommes allés dans certains QG. Nous sommes allés dans certains QG. On a vu comment les gens ont quand même fait la belle fête avec ces moyens qui ont été mis à leur disposition. Alors que c'est les fonds publics. Alors, je dis aujourd'hui que c'est vraiment important que les Togolais et Togolaises se réveillent. Alors, qu'est-ce que nous voulons et où est-ce que nous allons? La politique est devenue de l'amusement. Ou moi aussi, je peux me lever un bon matin, comme Dieu donné me le conseil d'être candidat aussi. Candidat où? Au Ghana. Mais moi, juste une minute. Juste ce que j'ai envie de dire. Mais quand on est un pays où on compte plus de 110 partis politiques, mais comment voulez-vous que le nombre de candidats à une présidentielle ne soit pas aussi pléthorique? Mais ne soyons pas surpris. Mais on crée un parti politique, mais pour conquérir le pouvoir. Mais justement, c'est pour ça que moi j'apprécie l'intelligence politique d'un parti comme le CAR. Vous savez, il y a quelques jours, Agbouibor l'a démontré encore. Il faut revoir la question justement du statut politique de l'opposition. Il faut clairement définir encore ces choses. C'est important. Parce qu'on compte quand même plus de 110 partis politiques dans notre pays, mais ne soyons pas surpris qu'on compte 110 candidats à une élection présidentielle. Merci. Le verdict du temps est inéluctable. Il est 12 heures. Nous allons devoir suspendre un peu nos débats ici, quelque peu passionnés, pour la bonne cause. Nous allons souffler également et puis nous allons renouer avec nos amis auditeurs, auditrices qui composeront le 22, 21, 33, 74 ou bien le 22, 20, 19, 68 pour intervenir dans le débat sur des questions dont nous avons discuté aujourd'hui. Canal FM. Eh bien, nous revenons avec vous. Nous avons débattu de quelques questions de proximité. Le pont de Zébé qui tient encore, mais jusqu'à quand? Le soin que nous devons apporter à notre cadre environnemental, à nos infrastructures historiques et nationales, et puis la diplomatie, la coopération, le développement, et puis également le feuilleton des déclarations de candidature pour la présidentielle 2020. La parole est à vous.
Oui, bonjour l'ami. Allô, bonjour. Papa Sordine. Oui. Premier de la classe, félicitations. Ok, je salue le plateau. Nous vous saluons en retour. Bon, pour avoir plusieurs candidatures pour le présidentiel, moi je ne suis pas surpris, puisque on a créé son parti pour conquérir le pouvoir. Et donc, tout le monde compte sur le second tour. Donc, il y a certaines personnes qui parlent de l'union des candidats, mais ça ne peut pas avoir comme ça, puisque même si ont un seul candidat, le pouvoir a plusieurs moyens de frauder. Je crois en 1993, quand les candidats ont boycotté, le pouvoir a Dani fait Jacques Amouzou pour être opposant. Donc ils ont mis moyens, même s'ils sont un seul candidat, ceux qui sont partis là, Merci. ceux qui sont partis d'eux-mêmes, Oui. les indépendants, ils vont partir. Merci, Donc, Papa nous sommes pas Sordine. surpris qu'il y a beaucoup de candidats. Merci. Merci, Papa Sordine. Mais sur la question, justement, il y a la jeunesse de la CDPA qui a sorti un communiqué daté d'hier, communiqué dans lequel la jeunesse de la CDPA appelle la classe politique de l'opposition à mettre en parenthèse leurs aspirations légitimes à compétir en rang dispersé lors des élections présidentielles de 2020 et plutôt à rassembler les forces derrière un candidat avec qui nous formerons une force populaire qui imposerait pacifiquement mais énergiquement une transition démocratique. C'est signé la jeunesse de la CDPA. Merci. L'auditeur suivant, bonjour. Ah, tu m'as fait beaucoup patienter. Bonjour le plateau. Bonjour, bonjour. Jonathan de la zone portière. Jonathan, oui, nous vous écoutons. Aujourd'hui, j'appelle pour remercier Togo Rai parce que la dernière fois, je les avais appelés par rapport au rond-point Zoroba. Oui. Je ne sais pas si c'est eux ou bien c'est la mairie, mais depuis 3 jours, je vois que le problème est résolu. Merci à eux. Quel problème est résolu là-bas? Au fait, vous voyez comment on appelle ça, le passage. Passage à niveau. Passage à niveau, exactement. Il y avait de gros trous au niveau des rails. Et ça a été réparé. Merci beaucoup, mais nous serions reconnaissants que vous interveniez sur des questions inscrites au jour le jour, s'il vous plaît. Oui. Allô? Oui. Oui, ma question est là. C'est par rapport au sommet Japon, si je ne me trompe pas. Japon, non, Afrique. au Japon, c'est l'intronisation du nouvel empereur. Oui, le nouveau sommet en cours. Sommet Russie-Afrique. Russie, exactement. Je me pose des questions. Nous dormons, M. Primus l'a dit, l'Afrique est un grand dormeur. Non, l'Afrique est plutôt une grande endormie. Plus qu'endormie même. Nous continuons toujours à dormir. Et regardez, entre-temps, sommet France-Afrique, sommet Chine-Afrique, sommet je ne sais quoi, aujourd'hui c'est Russie-Afrique. Qu'est-ce qu'ils voient en Afrique et tout le monde veut le faire sommet avec nous. Et chaque jour, quand ils déclarent ces sommets, nos dirigeants s'y présentent. Mais qu'est-ce que nous-mêmes nous pouvons faire? C'est la grande question que moi je me pose. Merci. La question que nous sommes déjà posée ici, nous pensions que vous alliez nous répondre. L'auditeur, le troisième du jour, bonjour. Oui, alors bonjour. Oui. C'est Rodrigue. Agouekoshigan. Voilà. Oui. Merci mon frère, comment vous allez? Nous portons bien. Vraiment, salut le plateau. Oui. Je voudrais dire tout simplement quoi. Le problème que votre confrère vient d'évoquer tout à l'heure au niveau du commissariat. Oui. Vraiment, c'est un problème vraiment très récurrent qu'il va falloir il va falloir remonter les bretelles. Soit faire appel au directeur, au DG de la police nationale, le lieutenant-colonel Okpaoul, et revoir le commissaire du commissariat. Parce que là, il est vraiment inconcevable que nous venions. Et pour faire le timbre est à 500. Mais les autres 500 là, ça va où? Ça va où? Secondo, je voudrais finir sur cette histoire de candidature des élections présidentielles. Vous savez quoi? Non, dites-nous.
je dis nos politiciens là, c'est des comédiens. C'est des comédiens. Parce qu'il y a 112 millions, tout le monde veut pourrir. On fait la caution de 20 millions, on va les traiter quelque part, et après, quand ça finit maintenant, on défacte les 112 millions, ils vont payer tout le reste là, c'est dans la poche de quelqu'un. Mais c'est pas possible. C'est pas possible. Il faudrait qu'on apprenne dans ce pays à être vraiment sérieux. Nous n'avons pas besoin de... Moi, je l'ai toujours dit. Et ces anciens-là, ils n'ont plus rien à nous prouver. Ils n'ont qu'à se caser quelque part. Merci Rodrigue. Sauf que ce n'est qu'une vue du journal Atopani. Il n'est pas dit que tous les candidats se déclarent juste pour avoir la subvention de l'État. Il n'est pas établi. C'est juste une réflexion, une interrogation du journal Atopani. L'auditeur suivant, bonjour. Ça va pas ça, Guinée qui revient. Oui, bon retour. Je voudrais conseiller, c'est-à-dire lutter pour la transparence de l'élection. Éviter les bourrages des urnes et autres. Merci. Je vous en prie. Le suivant, bonjour. Bonjour, Georges. Oui, Georges. Sommet Afrique. Russie-Afrique. Quel intérêt ils ont à aller là-bas? Je ne vois aucun intérêt. La Russie ne fait que vendre des armes. Quelqu'un nous a éclairé dans ce pays en disant que le CFA est fabriqué en France. C'est-à-dire qu'on utilise des monnaies ici et c'est des emplois qu'on crée là-bas. La Russie viendra nous vendre des armes et on va créer des emplois pour eux là-bas. Mais les Africains doivent se réveiller. Il n'est pas normal. L'Afrique a les moyens de se développer seule. On achète des armes pour faire quoi? Qu'est-ce que nos soldats font au juste? Merci. Mais, notre budget national. Mais la Russie n'a pas que des armes. Hein. La Russie a également la technologie et beaucoup d'autres choses. Quelle technologie les Chinois ne nous ont pas encore donnée? Il nous appartient d'aider nos jeunes geeks, génies, à aller prendre le système et le démonter. C'est ce que les Chinois ont fait. Et 2000 ans, personne ne connaissait la Chine. On savait qu'il y a un État qu'on appelle la Chine. Aujourd'hui, c'est la première puissance du monde, excepté le militaire. Économiquement, ils sont la première puissance du monde. Donc, il nous appartient d'aller acheter le mécanisme là-bas, ou bien en Amérique, de le démonter et de le remonter. Nous allons copier ça facilement. Donc, et créer des emplois ici. Merci l'ami Georges. Merci l'ami Georges. Au suivant, bonjour. Oui, bonjour. Oui. C'est Robert, j'appelle depuis Bekota. Bekota, oui. Vous êtes en direct? Oui, d'accord. C'est pour dire que ce qu'un président vient de dire par rapport au commissariat, c'est vrai, puisque j'ai été victime l'autre fois au niveau du commissariat qui se trouve à Corée-Soa là-bas. Ils m'ont pris 1000 francs au lieu de 500. Pour un timbre fiscal? Pour un timbre de 500, oui. Après, j'ai vérifié, j'ai vu que c'est 500, mais ils m'ont pris 1000 francs. Et vous avez demandé pourquoi? Non, vous auriez dû, vous savez, le citoyen aussi, c'est réclamer son droit quand on a des rien de penser qu'on est brimé. Oui, le suivant, bonjour. Oui, c'est Rodrigue qui revient. Oui, bonjour. Rebonjour. Oui, c'est Rodrigue qui revient. Oui, bon retour, Rodrigue. Merci, mon frère. Juste pour dire quoi, je reviens et je le dirai toujours autant que je rentrerai en ligne. Monsieur Claude Leroy, s'il vous plaît, Rodrigue. Nous avons déjà abondamment parlé de Claude Leroy hier. Rodrigue, je vous connais très généreux. On a déjà parlé de Claude Leroy hier. Je vous sais reconnaissant de libérer la place pour ceux qui attendent en ligne. Oui, bonjour. Allô, bonjour. Oui. Vous avez Madame Ingrid à l'appareil. Madame Ingrid. Oui, je salue le plateau. Nous vous saluons en retour. Sas, oui. Je ne comprends pas pourquoi un pont qui date de l'ère coloniale, qu'est-ce qu'on attend pour faire un autre pont? Sinon, c'est risquant. Ça peut faire perdre la vie des Togolais. Madame Ingrid, ailleurs, il y a des ponts qui ont plus de 6000 ans. Oh. Deuxièmement, je voudrais lancer des fleurs à la dame Mimi de TV5 Monde, oui, qui n'a pas hésité, après avoir fait l'état des lieux à l'école primaire publique d'Abatalanzou, oui, a remis des tables bancs aux enfants qui s'asseyaient par terre. Merci, Ingrid. Avec moi, et avec toi plutôt, parce que c'est vous qui m'avez donné cette occasion, oui, de le remercier pour moi.
Merci. Je vous remercie. Mais à l'avenir, intervenez sur les questions dont nous avons débattu ce jour. Merci. Je vous en prie, Ingrid. Oui, au suivant, bonjour. Il est parti, mais vivement que vos interventions portent sur les sujets qu'on a discuté aujourd'hui. Bonjour, l'ami. Oui, c'est Georges. Je ne suis pas en train de vous critiquer concernant la Russie. Je suis en train de parler à nos dirigeants. Oui. En 1977, une étude faite par les agronomes français a montré que le Soudan seul peut nourrir toute l'Afrique. Et par une magie donnée, ils ont divisé le Soudan en deux. Donc vous prenez le Soudan. Sur le plan agriculture, le Soudan seul peut nourrir l'Afrique. Alors prenez le Zaïre, avec le barrage Inga. Prenez l'Angola, prenez le Nigeria qui fait pratiquement 17% du PIB africain. 80% pour la CEDEAO du PIB. Nous n'avons pas besoin de dépenser des milliards pour aller au Japon, je sais, c'est pour introniser l'empereur. Nous n'avons pas besoin de dépenser ces milliards-là. Nous avons besoin de les utiliser pour aider notre jeunesse. Moi, quand je sors et je vois les jeunes, j'ai pitié. Je me dis que quel est leur avenir? Parce qu'aujourd'hui, les Blancs sont en train de fermer les vannes pour qu'on ne vienne plus chez eux. Parce que quoi? Ils ont des diplômés chaque année. Mais ces diplômés-là n'ont pas d'emploi. Parce que les grandes entreprises vont en Chine pour les créer moins cher. Et la Chine maintenant vient en Afrique pour le créer moins cher et l'exporter vers l'extérieur. Merci Georges. Vous voudrez bien libérer la ligne pour ceux qui sont dans l'attente. Bonjour. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, ça. Oui, c'est monsieur? C'est monsieur Karim de Super Taco. Karim de Super Taco. Oui, je salue le plateau. Nous vous saluons en retour. C'est la première fois que j'ai rentré la ligne en Canada. Vous êtes le bienvenu. Sam, pardonne-moi. Vous voulez diminuer un peu le volume de votre poste récepteur, s'il vous plaît? Ça va un peu? Oui. Ok. Je t'écoute souvent les 11h, souvent je suis très fier de toi. Mais je sais que vous êtes des journalistes, il y a radio qui fait une émission sur ferme. Je sais que les journalistes doivent faire. Et depuis qu'on a fermé Taxi FM, c'est ça que c'est le seul. Le jour qu'on a fermé Taxi. Je n'arrivais pas à bien suivre notre ami. Et encore une fois, nous vous sommes reconnaissants si vous partagez vos questions, vos réflexions avec nous sur des sujets que nous avons discutés avec les amis au studio. Ça nous faciliterait beaucoup le jeu. Allô? Oui, bonjour l'ami. Bonjour. Oui. C'est abonné. Oui, abonné. J'ai 2 interventions. Oui, on vous écoute. Souvent, quand vous faites le débat, on a envie de parler d'autre chose que la politique. Hein. Mais il semble que c'est le mal qui gangrène toutes les autres questions. C'est pourquoi à chaque fois, quand on rentre en ligne, on est obligé de revenir en politique. Le musicien, il est là? Non, il a dû partir. Aïe, aïe, aïe. Ok. Mes deux l'intervention, la première concerne le cadre du gouverneur. La dernière fois, vous aviez invité un expert qui disait que l'État avait envie de faire représenter Lomé par un gouverneur. C'est ce qui sous-entend ce rassemblement-là. Mais je me suis posé la question, pourquoi, si on a envie de faire représenter Lomé par un gouverneur, pourquoi alors le diviser en 13 communes? Pour revenir encore le formaliser sous le vocal de gouverneur. Quel était le besoin économique, social de telle enseigne qu'il faut diviser avant de réunir? Ça ne se comprend pas. S'il y a quelqu'un là qui peut me l'expliquer, il n'a qu'à s'essayer. Merci. Deuxième chose, oui. Intervention, c'est par rapport au bagage de nos présidents qui se promènent de pays en pays. Je ne sais pas exactement ce qu'ils cherchent chez les autres, puisque nous avons tout ici. Et c'est comme la jeune fille du quartier qui se fait draguer par tous les hommes. En fin de compte, tu deviens une prostituée. Ils nous font la honte. Merci. La jeune dame du quartier appréciera. Eh bien, qui veut expliquer à notre ami abonné le vieux problème toujours récurrent du district autonome du Grand Lomé? Montoso? Tout ce que je pourrais ajouter à ce que je développais, en tout cas, l'une des grandes réussites de toute démocratie,
c'est même parfois d'essayer des lois qui posent problème, qui soulèvent vraiment débat, qui font couler encre et salive. Et la question, heureusement que de toute façon, aucun gouverneur n'est encore nommé, mais il y a tant de débats. Mais si ça peut permettre justement que le gouvernement revienne, si ça peut permettre que le gouvernement entende raison selon le gouvernement entende raison selon les explications des uns des autres, pourquoi pas? De toute façon, rappelez-vous, pour adopter même le projet de loi sur la décentralisation, mais vous vous rappelez le jour, mais il a fallu justement toute une horde de forces de l'ordre autour du palais des congrès à l'époque, parce que l'opposition au sein de la C14 ne voulait pas du tout entendre, ne voulait pas du tout voir cette loi, ce projet de loi sur la décentralisation voté. En tout cas, c'est annoncé, mais il n'y a pas encore de gouvernement. Mais l'une des grandes réussites de tout démocratie, mais on a l'impression que les gens ne veulent pas du tout de débat sur la question. La réflexion mais continue. Est-ce qu'il faut aller justement dans le même sens? Merci. L'auditeur suivant, bonjour. Allô, bonjour, l'ami en ligne. Oui, bon retour, bonjour. Oui, bonjour. Oui. Anna. Je crois que pour cette histoire de décentralisation, les communes sont transformées en districts et en arrondissements. Hein, parce que si j'observe bien ce qui s'est passé avant, il y avait eu des arrondissements et des mairies. Maintenant, on prend les mairies comme des arrondissements et les gouverneurs comme des maires. C'est tout. Merci. Je vous en prie. La preuve que le débat continue de plus belle. Eh bien, nous allons devoir observer une pause pour impératif commercial. Eh bien, nous revenons ici tout en remerciant tous les auditeurs qu'on a pu avoir en ligne. Nous allons faire le point sur tout ce que nous avons attendu de nos amis. Vous avez chacun 1 minute, 60 secondes pour réagir sur l'une ou l'autre intervention. Lorenzo. Non, mais je n'ai pas d'intervention ou de réaction concrète à faire sur les différentes interventions des auditeurs, sauf que ce que je vais peut-être ajouter, c'est que j'ai comme l'impression que certains auditeurs sortent un peu du cadre, on va dire, entre guillemets, légal de leur intervention, parce que il est dit qu'ils doivent normalement réagir par rapport aux sujets qui sont débattus, apporter peut-être de l'eau, ou peut-être corriger, ou bien peut-être apporter quelque chose, mais j'ai comme l'impression qu'ils réagissent plutôt sur des sujets dont nous n'avons pas débattu. Voilà. Merci, Jeff Le Prince. Non, moi ce qui m'intéresse, j'ai compris que les auditeurs s'intéressent plus à la décentralisation. Et c'est ça même le débat. Parce que la décentralisation n'est pas statique, elle est dynamique. Mais d'autant plus que les auditeurs interviennent sur le sujet, ça interpelle le gouvernement. Et les différentes propositions pourront aider le gouvernement, les autorités à prendre les bonnes décisions. Parce que les partenaires financiers qui accompagnent le Togo, même dans ces pays, la décentralisation n'est pas encore totale ou parfaite. Donc, à chaque fois qu'on évolue, on peut toujours apporter des propositions pour l'améliorer. Alors, je reviens toujours sur ma proposition. Sur la loi sur la décentralisation, les gouverneurs des régions doivent être élus. Et comment? C'est les maires des différentes communes de cette région qui doivent se réunir pour élire un gouverneur. Maintenant, si le cas de Lomé est spécifique, je pense qu'il n'est pas encore tard de revoir et de faire les choses dans les bonnes conditions. Donc voilà justement ce que je voulais ajouter. C'est ce que Montoso disait tantôt, avec le souhait, avec l'espoir que le gouvernement écoute un peu les avis des citoyens et remettre le métier à l'ouvrage, pourquoi pas. Montoso? Moi, je voudrais revenir sur la question de la candidature plurielle, en tout cas, ou des candidats déclarés aujourd'hui, et qui visiblement gênent certaines personnes. Nous sommes en démocratie et heureusement, nous allons expérimenter pour la première fois une présidentielle à 2 tours l'année prochaine. Et donc, en fait, quand les gens candidatent, il y a toujours plusieurs objectifs. Mais les gens veulent candidater déjà peut-être pour se faire connaître d'une certaine manière dans l'opinion,
et espérer pouvoir gravir des échelons plus tard. Mais il y a toujours des objectifs et donc je pense que c'est antidémocratique justement de vouloir imposer à l'état actuel, surtout que nous avons quand même une révision de la loi qui nous permet justement de faire des présidentielles à 2 tours. Donc, d'aucuns peut-être voudraient être parmi les faiseurs de roi et espérer peut-être participer au gouvernement. Mais il y a tant d'objectifs et je pense qu'il serait plutôt séant de laisser justement toutes les candidatures s'exprimer autant qu'on le peut. Et qu'on joue au deuxième tour. Sauf que voilà, le deuxième tour n'est pas nécessairement la panacée pour l'opposition. La preuve, en Bolivie, il y a bien sûr 2 tours dans les textes, mais le président sortant vient d'être déclaré élu au premier tour. Et pour revenir chez nous ici au Togo, il y avait le deuxième tour en 93 et en 98. Et malgré ça là, le président de l'époque, Feu Gnassingbé Adema, l'avait emporté haut la main au premier tour. Monchonso, plutôt Primus? Oui, je ne suis pas sûr si les maires des arrondissements de Paris élisent le maire de Paris. Il y a un maire de Paris et le maire de Paris n'est pas un maire d'arrondissement. C'est pour répondre sur le monsieur qui nous a donné l'exemple de Lille, de commune de Lille, de grande Lille. Le maire de Paris, il est élu comme maire de Paris et c'est pas un maire d'arrondissement. Et les maires d'arrondissement aussi existent. Donc à Paris, il y a le maire de la grande métropole de Paris et il y a les maires d'arrondissement. Oui. Merci. Donc nous sommes au début de la décentralisation. On n'en connaît pas encore les contours. Commençons la décentralisation. Et apprenons patiemment, tout en retenant leçon de notre parcours. Alors très rapidement, en quelques secondes, votre carton de fin d'émission, Jeff Le Prince. Donc moi je voulais donner un carton rouge à la SAFER. À la SAFER, la société qui s'occupe des péages, et je pense que elle s'occupe aussi de l'entretien routier. Quand vous prenez la voie à Ného, Lomé aujourd'hui, c'est des puits. Ce n'est plus des trous. Ce n'est plus des trous, c'est des puits. Et ceux qui s'aventurent sur cette voie ces derniers jours, quand il pleut, vous revenez toujours avec des problèmes. Merci. Dans votre je vous plains comme je plains la grande sœur d'Adédé qui fait deux fois Lomé à Ného par jour pour venir animer et pour retourner. S'il y a des trous, plutôt des puits sur la voie là, alors courage et aux véhicules de Dadédé. Lorenzo Keleki. Oui, carton rouge à Togo Cellulaire pour les dysfonctionnements, le stress et tous les maux de tête qu'il nous crée au quotidien. Le week-end dernier, il était pratiquement impossible de communiquer sur Togocell. Et donc, ils n'ont qu'à revoir simplement leur copie, sinon qu'ils délèguent la main. Voilà. Merci. Montosso, Dieudonné Korlakna. Un carton vert à notre pays. L'information vient de tomber. Je découvre que le Togo affiche le plus important niveau de bancarisation dans l'espace UEMOA. Figurez-vous, c'est quand même quelque chose. Sauf que la question qui demeure, les banques n'assistent pas autant que les jeunes entrepreneurs le souhaitent. Les banques ne les assistent pas, ne les encouragent pas. Et vivement que les banques. Mais elles sont nombreuses aujourd'hui. C'est juste carton, donc, pour le Togo qui a le meurtre de bancarisation de la zone UEMOA, Primus? Non, mon content, c'est maintenant qu'il va aller à King Mensa. La dernière fois, je ne voulais pas lui donner en présence. Mais carton vert à King Mensa pour tout ce qu'il fait, pour le 9e album et son engagement. Merci, c'est fini pour aujourd'hui. Bon appétit à tous, à toutes et à chacun, à chacune. Nous nous retrouvons demain, mercredi à 11h, si Dieu le veut et Dieu le voudra certainement. Rien de plus de continuer à célébrer la vie.